Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Westrack et aujourd'hui on a le plaisir de plonger dans un bain sonore un peu particulier, un bain électrique, organique et intensément vivant. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Fish Talk, lauréat des Inuits du Printemps de Bourges 2023 et en concert au Tetris le 26 avril pour la deuxième édition de la soirée Secousse. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez commencé entre amis, je crois, dans une coloc avec un premier EP presque chuchoté, intimiste. Aujourd'hui, vous électrisez les scènes, vous explorez différents formats. Comment est-ce que vous voyez cette transition ? Est-ce que c'était un besoin de déborder, une révolte ou juste l'envie de danser en criant un petit peu avec le public ? En fait, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. En fait, on a découvert la scène en même temps qu'on a commencé à jouer parce qu'en fait, on a commencé à enregistrer nos musiques pendant le confinement. Et en fait, une fois qu'on est sorti du confinement, on a commencé à faire de la scène et on a découvert que effectivement, ce qui nous animait sur scène, c'était plus le côté un peu exutoire, un peu défouloir du truc. Et donc, je pense qu'on est passé à des esthétiques un peu plus on va dire brutales, je pense qu'on peut dire ça. Enfin, entre le premier EP et par exemple là, aujourd'hui, les lives qu'on fait, en fait, il y a eu pas mal d'éveils un peu politiques de notre côté. En fait, je pense qu'on s'est pas mal énervé sur pas mal de sujets et ça a beaucoup nourri notre musique aussi. Donc voilà, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Mais du coup, j'imagine qu'il y a dû avoir une grosse transition entre faire de la musique pendant le confinement, donc un moment où il n'y a pas du tout de vie sociale, c'est compliqué, et de passer après directement à ce côté scène, se mettre en contact avec le public, se frotter aux émotions. Il y a eu une transition où vous vous êtes senti vraiment projeté dans un monde différent ? Bah franchement, justement, pour le coup, nous, il n'y a pas vraiment eu de transition, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé de notre cave, justement la cave de notre coloc, où on passait un peu tout notre temps, et en fait, le moment où on a commencé à faire du live, fallait tout réapprendre, tout repenser, parce que même en fait on s'est aperçu que nos morceaux, le morceau du premier EP par exemple, ils sont pas du tout adaptés en soi, ils sont pas du tout adaptés au live. En fait, on savait même pas les jouer les jouer en live, quoi. Donc ouais, non, il n'y a pas vraiment eu de transition. En fait, il a fallu vraiment tout réinventer et même en fait effectivement découvrir ce que c'est, que se confronter au public. En fait, on a vraiment tout découvert sortie de confinement, bam. Et j'imagine que l'enregistrement dans une cave aussi, au niveau sonore, ça devait être particulier. Comment vous avez réussi à garder une jolie acoustique ? Est-ce que ça a influencé aussi votre musique, du coup, de s'enregistrer comme ça dans une cave ? Alors, pour le coup, la cave, on y répétait. On n'a pas enregistré les morceaux, mais par contre, on a vraiment enregistré dans la maison, dans notre salon. Pour le coup, on a eu la chance que Valou, qui est là, connaissent bien le travail d'enregistrement et tout ça. Du coup, ça fait qu'on a enregistré avec du bon matériel, avec un peu des connaissances et tout ça, ce qui fait qu'on a pu enregistrer quand même de manière assez quali, quoi, je trouve. Ouais, c'est assez quali et en même temps, en essayant plein de choses, on a d'abord déplacé la batterie dans à peu près toutes les pièces de la maison pour savoir dans laquelle on allait choisir de s'installer, parce que on prévoyait que ça allait durer un petit peu de temps, même si ça a pris bien plus que prévu, comme souvent, comme toujours. Mais du coup, ouais, on a tout expérimenté au fur et à mesure en enregistrant instrument par instrument et la batterie est restée un petit moment dans le salon, du coup. Et les amplis aussi. La noise, elle est souvent perçue comme brute, voire violente. Vous, je trouve que vous y injectez du spoken words, des textes un peu synthétiques et surtout une revendication queer très forte. Comment est-ce que vous vous définissez ce côté, on parlait un peu de politique, entre la noise, mais aussi cette douceur, mais en même temps ces textes poignants, intimes, instinctifs ? C'est très riche comme question en réalité. Et en fait, justement, pour tout ça, c'est très imbriqué. Justement, le fait que la musique nous ait permis d'affirmer un peu nos identités queer, le fait que justement, c'est aussi quelque chose qu'on nous ait beaucoup renvoyé. En fait, au fil des lives,
on s'est aperçu que plus on s'affirmait, plus c'était quelque chose aussi était fédérateur, donc quelque chose qui donne envie, d'affirmer de plus en plus. En fait, on s'est aperçu que même en fait ça donnait du sens au fait de faire de la musique, quoi. Le côté, nous on a du mal à faire les choses sans y mettre du sens, et c'est vrai que la dimension politique du truc, au final, le fait de pouvoir revendiquer des choses à travers notre musique, c'est devenu, on va dire, en tout cas personnellement, et toi tu fais oui de la tête, du coup je pense que c'est devenu un des trucs les plus intéressants en fait, un des trucs qui nous intéresse le plus, et ce qui fait que maintenant effectivement genre nos textes ils sont assez poétiques et tout ça, mais ils parlent aussi beaucoup ça parle de violence patriarcale, ça parle de féministe, il y a des sujets sur la santé mentale, il y a des choses, effectivement la dimension assez douce du truc, je pense que ça correspond aussi à nos personnalités. En fait, on n'est pas, je pense qu'on a envie de faire les choses aussi de manière assez poétique. On est globalement des gens assez calmes et on est des personnes assez douces, quoi, dans le groupe. Oui, qu'il y a sans doute ce mélange entre nos personnalités assez calmes, voire plutôt introverties en fait, en réalité, et effectivement c'est des prises de conscience politique, les discussions qu'on a, les drames qu'on observe, qui du coup se retrouvent peut-être plus justement dans ce côté noise, et les deux habitent ensemble au même endroit, quoi. Et puisqu'on parle de live, le 26 avril, vous serez sur la scène du Tetris au Havre pour la soirée Secousse numéro 2, aux côtés de Gwendoline et Listrata. Ces 3 univers bien différents, qu'est-ce que ça représente pour vous de partager cette affiche ? Est-ce que vous étiez à la première soirée Secousse au Havre ? Alors malheureusement on n'était pas du tout à la première soirée Secousse, mais c'est vraiment c'est des belles programmations qui vraiment, nous on est vraiment très reconnaissants d'en faire partie. Cette soirée là c'est vraiment chouette parce que nous c'est un peu, justement en ce moment on a beaucoup freiné sur les lives pour pouvoir se consacrer beaucoup plus à la compo, à l'expérimentation, etc. Et en fait là, faire une jolie date comme ça avec des super groupes, des groupes qui ont l'air chouettes et qui ont l'air de partager certaines de nos valeurs et tout ça. Donc puis en plus c'est en Normandie et tout ça. Nous ça nous rapproche, on va dire, d'un endroit qui nous bien fréquenté. Où on a bien aimé venir jouer par le passé. Et puis aussi pour le coup de groupes qu'on a vu jouer en Normandie ou qu'on a écouté pas mal. En tout cas moi j'avais pas mal écouté Listrata et je les avais vus à la Demeurée plutôt à côté de Caen, donc c'était une soirée qui résonne aussi à ce niveau-là. Et si vous deviez choisir un titre à faire découvrir aujourd'hui à nos auditeurs, auditrices, ce serait lequel ? Pourquoi est-ce que vous choisiriez celui-là ? Ça pourrait être le morceau Cheers. Ouais. Qui est un morceau qui est sur notre deuxième EP, donc qui est paru l'année dernière. Il y en a beaucoup qu'on aime bien, mais celui-là se rapproche peut-être plus de ce qu'on apprécie explorer aujourd'hui encore. Donc de mélanger la formation rock, parce qu'en fait on a des guitares, un synthé basse, une batterie, mais de rapprocher aussi ça d'esthétique plus électronique et de texture, de sound design et de rythmique. Là il y a des influences lointaines, mais qui étaient là à un moment de trap un petit peu et de rock en même temps. Donc le côté, pour son côté hybride, je dirais quelque chose qu'on aime bien.
Vous avez été repéré par le réseau des Inouïs en 2023. Est-ce que ça a changé votre rapport au projet, voire à la scène ? Est-ce que ça vous a ouvert des portes ou peut-être mis une petite pression en plus par le fait que, en effet, ça met en lumière le projet ? Alors, je pense que ce que ça a changé peut-être dans le groupe, c'est justement l'envie un peu de se recentrer sur ce qu'on aime faire et sur là où on a vraiment envie d'aller, c'est-à-dire composer de la musique et la partager avec des gens. Alors, les Inouïs, c'était une expérience enrichissante et tout ça. C'est arrivé dans un contexte où justement on faisait beaucoup de choses assez institutionnelles pendant 2 ans en fait, où on n'a pas trop respiré, où on faisait tout en même temps. On était en mode artiste auto-entrepreneureuse. On a passé notre temps à booker nos propres dates, à faire nos visuels, à machin, à faire des tremplins, à tout ça, à se faire manager, et en fait on a eu un peu une grosse fatigue de ça et en fait c'est vrai que je pense que ça nous a permis de nous dire bon alors à partir de maintenant après les Inouïs on fait ce qu'on a envie de faire et voilà. Ouais, c'est une expérience vachement intéressante avec plein de rencontres qui ont duré aussi après coup avec d'autres artistes qu'on aime beaucoup et sur le moment, c'est vrai que c'est un gros dispositif. C'était intéressant de voir ça de l'intérieur, mais c'est vrai que ça nous a permis de nous rendre compte de ce qu'on avait aussi un peu dû laisser de côté quelque part en faisant tout nous-mêmes tout le temps, ce que disait Matou juste avant. Donc ça, la fatigue accumulée aussi, quelle est notre barre d'énergie en fait. Enfin, prendre conscience de tout ça et adapter en fait un petit peu le rythme du projet en fonction de nous pour continuer à bien le vivre, parce que l'essentiel c'est pas forcément de développer un projet pour pouvoir faire des dates, le faire avancer, c'est super, mais on n'a pas envie d'y laisser forcément nos plumes et surtout pas notre envie de le faire. Ouais, c'est donc ça a permis de prendre conscience de plein de trucs. Ouais. À ce niveau-là. Notamment par rapport à l'industrie en fait, où ça nous a permis de vraiment mieux connaître ce milieu et ça nous a beaucoup appris de notre rapport à l'industrie, pour faire concis. Vous nous parlez aussi de l'envie de stopper un petit peu les lives, de mettre une petite pause pour un temps un peu plus de création. En 2025, sinon, vous rêvez de quoi d'autre pour Fish Talk ? Justement, là, on a vraiment envie d'enregistrer, en fait, je pense qu'on peut dire un album. On est sur l'enregistrement d'un album. On a vraiment beaucoup envie d'expérimenter, de se retrouver en studio, de juste bidouiller des machins et créer des morceaux et en fait à l'issue de ça se remettre à la scène avec des compos un peu plus excitantes, parce que c'est ça aussi le problème de passer son temps à faire des choses un peu institutionnelles et tout ça, c'est qu'au final on passe son temps à faire des scènes sur des durées de 30, 40, 45 minutes avec les mêmes morceaux tout le temps. On n'a pas le temps de se renouveler, on n'a pas le temps de créer, et là en fait on a un peu envie de faire l'inverse, c'est-à-dire créer des choses et se retrouver sur scène avec des choses à expérimenter, retrouver un peu l'enthousiasme et le côté pas mécanique du truc, quoi. On vous retrouve sur la scène du Tetris au Havre le 26 avril pour la soirée Secousse #2, et puis bien sûr on peut retrouver vos EP sur les plateformes de streaming en recherchant Fish Talk. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Merci beaucoup à toi, bonne journée. Bonne journée.